C'est sûrement plus facile d'extorquer à un chercheur de champignons l'endroit où il a trouvé ses 14 kilos de cèpe que d'avoir un armateur qui transmet ses contrats. Néanmoins, il existe quand même des contrats types, des clauses types publiées par certains organismes professionnels et c'est sur ceci que je me suis basé. Avec ici une question importante, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de verdissement du transport maritime, on parle beaucoup de lutte contre la pollution atmosphérique, sachant que moi je ne parle que de la décarbonation. Donc j'évacue tout le problème des émissions d'oxyde de soufre, et ça on sait que l'OMI est assez active sur la question. Et j'évacue aussi le problème des gaz à effet de serre autre que le CO2, en vous rappelant quand même au passage que l'un des principaux gaz à effet de serre présents dans notre atmosphère, c'est la vapeur d'eau. Celui-là, je pense qu'on aura du mal à totalement l'évacuer. Mais enfin, alors, donc la question de l'intégration des différents des enjeux de la décarbonation dans les contrats maritimes, quels sont ces enjeux? Ces enjeux, évidemment, le premier auquel on pense, c'est un enjeu climatique, un enjeu environnemental et même finalement, in fine, un enjeu de santé publique, hein. Mais il y a aussi un enjeu commercial qui n'est pas à négliger. Enjeu commercial parce que déjà une compagnie maritime euh, peut bénéficier d'une bonne publicité si elle est vertueuse, comme elle peut bénéficier, pâtir d'une mauvaise publicité si au contraire elle est un peu trop polluante. Et la publicité avec les réseaux sociaux actuellement, c'est quand même, ça va très vite et ça va partout. Et puis l'enjeu commercial, il peut se trouver à d'autres endroits parce que un navire qui ne respecte pas certaines normes environnementales, notamment dans l'Union européenne, il peut être immobilisé. Et un navire immobilisé, c'est un navire qui coûte très cher puisque on continue à payer tous les différents frais d'exploitation, mais qu'en revanche, on n'en retire plus de profit. Alors, comment les différents contrats maritimes que l'on peut examiner prennent en compte et intègrent ces enjeux? Eh bien, en réalité, en regardant un certain nombre de contrats, c'est-à-dire affrètement, transport, construction navale ou contrat d'approvisionnement de navires, on se rend compte de finalement trois blocs, trois grandes lignes. L'intégration, elle est parfois délaissée par les contrats. Elle est parfois forcée et elle est parfois spontanée. Une intégration délaissée, une intégration forcée, une intégration spontanée, ce seront mes trois axes. Alors tout d'abord, l'intégration délaissée. Ici, finalement, les contrats s'y intéressent assez peu, au moins de manière visible. C'est principalement le contrat de construction navale ici qui va m'intéresser. Ce sont des contrats qui sont très lourds, qui sont très complexes et qui sont rarement établis par modèle type. Il en existe quand même certains. Il y a le New BuildCon du BIMCO, du Baltic International Maritime Council. Il y a aussi assez facilement accessible le contrat que proposent les chantiers navals japonais Imabari Shipbuilding Company, ou encore le modèle de contrat établi par l'Institut français des architectes navals. Alors, quand on regarde un peu ces contrats, que voit-on sur l'intégration des enjeux de décarbonation? Eh bien, strictement rien. Bon, ça au moins, ça va assez vite. Euh, le contrat Imabari nous parle bien quand même de l'obligation de respecter les lignes directrices de l'OMI en matière d'oxyde d'azote, mais c'est l'oxyde d'azote, c'est pas le CO2. Euh, le New Boltcon s'intéresse à la consommation de carburant, mais c'est davantage dans une perspective économique, parce qu'il laisse le choix à l'acheteur, au client, de refuser le moteur si le moteur est trop gourmand ou de demander à ce que le moteur soit modifié pour entrer dans les spécificités contractuellement convenues. Mais la visée, elle n'est qu'une visée d'économie de carburant et non pas une visée environnementale. Il faut quand même un peu nuancer le propos parce que, comme je le disais, ces contrats de construction navale, ce sont des contrats très lourds qui sont négociés clause par clause et évidemment, rien n'interdit aux parties de rajouter des clauses dans les modèles de contrat et de rajouter des clauses où elles
où elles intègrent elles-mêmes les enjeux de décarbonation. Et on a des exemples assez récents de commandes de navires peut-être un peu plus verts, peut-être un peu plus décarbonés. En septembre 2023, par exemple, MSC, qui est le premier armateur mondial, a conclu avec les chantiers Fincantieri un contrat de construction de 6 navires de croisière fonctionnant à l'hydrogène. Bon. On a également en 2024 des contrats entre Hyundai et Shell ou encore avec NYK, pardon, qui s'intéressent à des navires hybrides, à des navires à hydrogène. Bon. Donc, on voit quand même que les armateurs s'y intéressent, mais ça ne figure pas véritablement dans les contrats. Après l'intégration délaissée, il y a l'intégration forcée. Euh, alors, l'intégration forcée, qu'est-ce que j'entends par là? C'est assez simple, c'est que l'intégration des enjeux de décarbonation, elle est forcée parce que elle répond à une réglementation impérative. C'est-à-dire que les parties l'intègrent dans leur contrat pour se conformer à une règle impérative et non pas simplement parce que ça leur fait plaisir. Alors ici, on en trouve principalement deux exemples qui sont tous les deux pour les contrats d'affrètement. Euh, Quand il s'agit de se conformer à deux réglementations principalement, enfin OMI et européenne, c'est d'une part la réglementation tenant à l'EEXI dont nous a parlé Madame Gambardella précédemment, donc l'indice d'efficacité énergétique des navires existants, et d'autre part, pour l'ETS. Alors, le EXI qui suppose quand même de faire un peu auditer le navire de manière à déterminer cet indice d'efficacité énergétique et pour essayer de conformer le navire à cet indice d'efficacité énergétique. Évidemment, quand les armateurs ont dû s'y conformer, ben, si le navire est affrété, ça pose une difficulté, c'est qu'on a finalement deux contractants sur le même navire. Et là, il était important de pouvoir insérer des clauses de ce que le BIMCO a appelé l'EEXI, Transition for Time Charter Parties. Donc là, véritablement, pour les contrats d'affrètement à temps, des clauses de transition vers l'indice EEXI de manière à se mettre en conformité avec ce nouvel indice. En répartissant un peu les rôles entre l'armateur et l'affréteur, en estimant que c'est à l'armateur de procéder, puisque c'est quand même son navire, mais que l'affréteur lui, doit évidemment se conformer aux différentes spécifications qui peuvent résulter de la mise en conformité avec cet indice. L'autre élément important, c'est l'ETS, donc le système d'échange des quotas d'émissions qui a notamment été mis en place. Alors, c'est pas le seul, mais c'est notamment mis en place par l'Union européenne et qui s'applique au transport maritime depuis le 1er janvier 2024, donc depuis pas tout à fait un an. Euh, Ici aussi, il fallait se demander, bon, très bien, on a des obligations de surveillance, de reporting, pour qu'ensuite on ait une vérification extérieure des émissions, mais comment organise-t-on ça dans un navire affrété, au sujet d'un navire affrété, où l'on a un affréteur, et chacun ne gère pas la même chose sur le navire. Alors, les clauses ETS, elles sont assez logiques puisque dans un affrètement au voyage, elles retiennent que c'est le fretteur, l'armateur qui gère tout. Simplement, le coût résultant de la restitution des quotas d'émission pèsera sur l'affrèteur. Sur les affrètements à temps, la solution est un tout petit peu différente parce que là, il va vraiment falloir une coopération plus poussée entre les parties, puisque c'est quand même l'affrèteur qui va exploiter le navire et notamment décider de ses différents trajets et autres. Et là, c'est toujours la surveillance et la déclaration des émissions incombe toujours à l'armateur, mais les affréteurs doivent fournir beaucoup plus d'informations quant aux émissions et le coût final est également reporté sur l'affréteur.
Enfin, troisième volet, c'est après l'intégration délaissée, l'intégration forcée, c'est l'intégration spontanée. Intégration spontanée, c'est-à-dire que ici, les modèles de contrat intègrent les enjeux de décarbonation sans que l'on ait un texte particulier qui impose une réglementation aux parties. Alors, on le rencontre surtout en matière d'affrètement, un peu en matière de transport ou de fourniture de carburant. En matière d'affrètement, c'est notamment les clauses slow steaming, parce que slow steaming, donc vapeur lente, ce que on pourrait se dire que c'est une recette de cuisine, une cuisson du gigot ou que sais-je. C'est simplement le fait de réduire la vitesse du navire. En réduisant la vitesse du navire, il consomme moins. Et s'il consomme moins, il émet moins de CO2. Bon, c'est finalement relativement simple comme technique, et puis ça suppose aucun investissement, c'est immédiatement applicable, etc. Là, il fallait quand même, malgré la simplicité du procédé, il fallait quand même encadrer cela, euh, pour certaines raisons, notamment parce qu'en réalité, le slow steaming, ça peut, si c'est mal fait, endommager les moteurs du navire. Parce que les moteurs de navire sont faits pour tourner à une certaine vitesse en eux-mêmes, sans parler de la vitesse du navire, mais le nombre de tours minutes, en quelque sorte. Et ça, le slow steaming peut facilement endommager ces navires. Alors, sur un affrètement au voyage, c'est moins compliqué parce que finalement, c'est le fretteur qui conserve la gestion nautique et commerciale du navire qui va pouvoir décider lui-même du slow steaming. Simplement, les clauses prévoient que le fretteur peut faire du slow steaming, mais qu'il s'engage quand même à respecter une vitesse minimale. Parce qu'évidemment, pour la fretteur au voyage, c'est important de savoir qu'il y a quand même une vitesse minimale, histoire que le trajet entre Brest et Baltimore ne prenne pas 6 mois. Bon. Mais c'est surtout dans les affrètements à temps que c'est plus intéressant parce que là, nous avons une dissociation des gestions. Gestion nautique conservée par le fretteur, gestion commerciale transférée à l'affréteur. Et là, c'est l'affréteur qui pourra décider du slow steaming, mais il est important de mettre des garde-fous de manière à ce que ce slow steaming n'endommage pas les moteurs, parce que finalement, l'affréteur, les moteurs, c'est pas forcément son problème principal. Le fretteur, en tant que propriétaire du navire, en principe, on voit bien que c'est l'un de ses problèmes, et donc là, les clauses encadrent assez strictement ces questions-là. En matière de contrat de transport, qui est quand même le contrat numéro un quand on parle du transport maritime, par définition, en matière de contrat de transport, on trouve pas d'intégration des enjeux de décarbonation. Mais pour une raison très simple, c'est que le contrat de transport, il ne s'intéresse pas au navire, contrairement à l'affrètement. Le contrat de transport, il porte sur la marchandise ou sur les passagers si on est sur un navire à passagers. Mais si il porte sur la marchandise et c'est pas la marchandise qui peut jouer un rôle dans la décarbonation, c'est le navire. Donc les contrats de transport ne s'y intéressent pas en tant que tels. Néanmoins, quand on va voir les sites internet des trois plus grands transporteurs de containers au monde, donc MSC, Maersk et CMA-CGM, on se rend compte qu'ils permettent à leurs clients de choisir avec quel carburant ils veulent que soit alimenté le navire sur lequel seront transportées leurs marchandises. Par exemple, CMA-CGM laisse le choix entre trois types de carburants verts, entre guillemets. Le mix biofuel qui réduirait les émissions de CO2 de 10%, le mix biométhane qui réduirait de 25%, et le biofuel plus avec une réduction annoncée d'au moins 84%, en rappelant que le biofuel, c'est un carburant dérivé d'huile de cuisson usagée. C'est en ça qu'il y a moins d'émissions de CO2. Les autres grands armateurs procèdent un peu de la même manière. Alors évidemment, plus vous prenez un carburant vert, euh, plus vous payez cher le transport. Mais
Après, vous pouvez vous-même, en tant que chargeur, en tant qu'expéditeur, vous pouvez vous-même annoncer sur votre site internet ou vos réseaux sociaux que vous avez choisi le Biofuel Plus de CMA-CGM parce que ça réduit de 84% et que vous êtes quand même hyper plus consciencieux et éco-responsable que votre concurrent qui lui a choisi la solution un peu moins chère qui ne réduit que de 10%. Ah là là, le vilain. Euh, Enfin, en matière de fourniture de carburant, là aussi, BIMCO avait publié une clause, la Bunker Terms de 2018, alors qui ne s'intéresse absolument pas à la décarbonation, qui n'intègre absolument aucun enjeu de décarbonation ni rien, mais BIMCO a quand même ajouté un annexe, ou une annexe, pardon, à ce contrat de fourniture, une annexe qui se concentre sur le gaz naturel liquéfié, le LNG. Euh, alors, est-ce que le LNG fait de la décarbonation? Oui, ça émet moins de CO2. Est-ce que le LNG fait de l'anti-gaz à effet de serre? Absolument pas, puisque le LNG produit du méthane et que le méthane est un gaz à effet de serre plus redoutable encore que le CO2. Mais enfin, au moins, on a quand même, sur les enjeux de la décarbonation, ce qui était, rappelons-le, mon sujet, on a quand même ici aussi une certaine prise en considération. Je vous remercie.